Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau talk, ce premier talk de l'année 2026. On va pouvoir démarrer dès à présent. Et histoire de se mettre en jambes, et bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints en live stream. On vous propose une petite introduction pour vous présenter la nouveauté de WeFit de ce début 2026. Et je laisse la parole à Pauline qui va vous expliquer tout ça. Merci. Ah, désactivez votre Wi-Fi. Mais le mot de présentation. Moi, je vais vous parler en introduction de product marketing, une fois n'est pas coutume. On a sorti un livre blanc dont on est très fiers chez WeFit. On va vous proposer de le télécharger dans quelques minutes. Mais du coup, avant, je voudrais un petit peu revenir sur le product marketing, notre vision, et vous donner un peu des billes pour vous auto-diagnostiquer dans vos organisations respectives. On est convaincu. Wow. Ça va revenir. On est convaincu d'une chose chez WeFit, c'est que construire un bon produit tout seul, ça suffit pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de créer de la valeur, mais il faut vraiment qu'elle soit visible, qu'elle soit partagée, qu'elle soit comprise et que ça corresponde aux achats et à ce que vous pouvez convertir comme business ensuite. Il y a plein de fonctionnalités qui sont sorties, qui sont toujours très solides, qui sont hyper pertinentes, mais qui ne tombent pas forcément entre les bonnes mains. Et donc, le rôle qui permet de mettre de l'huile dans les rouages, de désiloter un petit peu les équipes et de rendre un produit utilisé et impactant, ça va être le product marketing. Je vais vous parler un peu de 3 petits diagnostics qu'on a identifiés comme étant des points qui peuvent vous permettre de vous dire « Ok, on a peut-être besoin de structurer un petit peu le product marketing dans l'équipe », sans dire que vous avez besoin de recruter un PMM, mais juste d'implémenter un petit peu quelques pratiques. Le premier, c'est vous sentez un petit peu que la valeur de votre produit n'est pas ultra bien comprise ou la valeur d'une fonctionnalité. Ça peut être juste une feature. Ça, c'est un symptôme qui n'est pas facile à voir et qui est aussi pas facile à admettre. Là, le PMM, il va intervenir sur, en premier lieu, la connaissance marché. Donc, l'idée, c'est que vraiment, il va comprendre les utilisateurs et comprendre surtout les vrais termes qui font mouche et non pas, en fait, l'utilisation de votre jargon interne, ce qui peut être très fréquent. Il va aussi travailler sur toute la partie segmentation. Donc, évidemment, qui sont ceux qui vont appuyer sur le bouton acheter, que ce soit en B2B, en B2C, etc. Et vraiment comprendre quels sont leurs enjeux. Il va amener tout le focus et tout le mindset en fait business et héroïste autour de la boîte et essayer de ramener tout le monde autour d'un mindset business. Et le dernier, c'est mon préféré, l'art du messaging. Donc arriver en fait à comprendre justement qu'est-ce qui va vraiment résonner pour les problématiques de chacune des cibles. Le deuxième symptôme, c'est de constater que malheureusement votre adoption elle peine à décoller. Typiquement, vous avez sorti une feature trop cool, vous avez bossé dessus pendant 6 mois, vous êtes trop fiers. Et au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que vous avez genre 5% d'adoption. C'est hyper décevant. Vous avez même des users qui vous disent « Ah, je savais pas qu'elle était là. » Ça fait un peu mal. Donc là, le PMM, il va bosser en premier sur l'identification des barrières en amont. C'est vraiment un problème qu'il faut prendre dès le début, dès le cadrage. Identifier les barrières et les freins à l'adoption. À la fois tout au long du parcours, mais aussi au-delà du produit en fait. Qu'est-ce qui peut vraiment être important dans un go-to-market qu'il va ensuite orchestrer, après l'avoir évidemment défini et structuré. Donc ça va être de décider quand, quoi, comment, qui, quel marché. Est-ce qu'il y a des choses à faire mettre en test en premier? Est-ce qu'il y a un rollout progressif à faire? Quel message on veut tester en premier, etc. Et essayer d'aligner tout le monde autour de ça. Ensuite, il va aussi produire, ça c'est hyper important et c'est toujours hyper impactant, c'est vraiment l'éducation par l'exemple, donc avoir des use cases pour éduquer le marché et faire résonner en fait les problématiques au sein des différentes audiences. Utiliser le concept de la feedback loop, donc c'est arriver une fois le lancement effectué, de se dire ok, là ça n'a pas trop pris, pourquoi et comment est-ce qu'on peut itérer sur la suite. Le troisième, ça, malheureusement, je pense que beaucoup de personnes doivent se reconnaître dans la salle et c'est un problème qui est hyper important et hyper fréquent chez les grandes entreprises. Les équipes sont mal alignées ou pas toujours hyper bien alignées. Dans un premier lieu, ce qui est cool, c'est d'arriver en fait à avoir une vulgarisation de la roadmap produit qui est souvent un petit peu technique. Donc,
je fais un petit aparté, mais donc moi je sors de 1 an de mission de product marketing chez Accor, et c'est ce qu'on faisait en fait. On allait adapter la roadmap aux différentes audiences, aux différentes équipes, pour essayer de leur faire passer le message de ce qui va sortir et par rapport à ce qui eux les intéresse. Et c'est déjà un premier travail de segmentation. Ensuite, en fait, quand on va partager la roadmap aux autres équipes, on va faire un travail one way. Mais l'idée, c'est aussi d'aller récolter les infos et de les ramener à l'équipe produit sur les enjeux des autres équipes pour que justement ça fasse aller-retour. Ça, c'est hyper important et ça permet justement de comprendre un peu toutes les équipes avec lesquelles on va travailler et avoir vraiment une vision de stakeholder un peu 360. Le sales enablement, ça c'est un terme qui est très B2B, mais qui marche aussi en fait pour tout le reste. C'est avoir vraiment du support, du training pour que tout le monde arrive à parler du produit de la même manière, et c'est pas chose aisée. Dans mon ancien taf, on faisait carrément des roleplay, pour vous dire. Et enfin, toute la partie documentation, l'idée c'est d'avoir vraiment une historisation de ce qui a été fait, pourquoi, etc., pour que les connaissances disparaissent pas quand les personnes s'en vont. Voilà, je pense que déjà sur ces 3 petits diagnostics, vous pouvez commencer à vous sentir concerné. Et si ça ne suffit pas, pour vous montrer l'universalité du PMM, en fait, ça concerne vraiment, spoiler, tout le monde et tous les types de business. Dans un premier temps, sur la partie B2C, là, les enjeux, c'est de vraiment se différencier sur des marchés qui sont souvent très concurrentiels. Il faut que le time to value il soit hyper réduit et que les utilisateurs, quand ils arrivent sur votre produit ou sur votre site, ils comprennent directement de quoi il s'agit et ce que ça va leur apporter. Sur le B2B, là, on va plutôt être sur l'arme secrète des commerciaux, justement. Donc, ça rejoint le point du Sales Enablement pour booster la crédibilité, parce qu'on va souvent avoir affaire à des acheteurs qui sont hyper experts sur leur domaine et sur le métier que le produit essaye d'aider. Et en B2E, ne l'oublions pas, ça fait écho à ma nouvelle mission, c'est des enjeux d'adoption sur un produit imposé, du coup business to employees, je précise. Du coup, il faut marketer en fait l'efficacité et l'amélioration du quotidien. Souvent, ça va être des gains de productivité, etc. pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Un petit use case rapide, je vais vous montrer une courbe que j'ai toujours trouvée hyper impressionnante. C'est les daily active users en millions de Teams versus Slack. C'est assez impressionnant. Il y a plein de raisons qui sont intéressantes dans tout ce qui a été product marketing autour de Teams. Je vous les ai mis ici, c'est peut-être un petit peu petit pour ceux qui sont au fond. Moi, je pense que l'argument qui me plaît le plus, c'est vraiment que Teams et Microsoft en général a mis le buyer persona au centre de toutes leurs actions et au centre de la cible. En fait, Slack, c'est un produit qui est hyper appealing pour les users. C'est un produit qui est plutôt bottom-up. Et en fait, Teams a plutôt pris le contre-pied de ça et a réussi du coup à aller convaincre les buyers pour ensuite, entre guillemets, imposer l'outil à des milliers d'utilisateurs. Et on voit le résultat. On a aussi d'autres success stories qui sont sympas et que tout le monde connaît. Souvent, c'est lié au positionnement. Typiquement, le positionnement all-in-one workspace de Notion versus Evernote. C'était Evernote, son concurrent principal quand ils sont arrivés. Hyper intéressant. Et évidemment, leur modem freemium qui était hyper généreux sur l'adoption organique. Et Canva, qu'on aime beaucoup aussi, sur le côté vraiment aller cibler les non-professionnels, les petites et moyennes entreprises et tous ceux qui ne peuvent pas en fait utiliser Adobe pour plein de raisons, que ce soit financière ou juste par rapport aux skills que ça demande. Bref, vous l'avez compris, on adore le product marketing chez WeFit, donc on a plein de contenu là-dessus. On a des vidéos qu'on a produites avec des WeFitters ou avec des experts du métier. On a aussi des articles qu'on a écrits et qui sont disponibles sur notre blog. Et en dernier, on a quelques petites recos de podcasts, typiquement le podcast de Carlotta Guel, Product Marketing Stories, qui est hyper cool. En ce moment, elle est en train d'explorer un peu des sujets par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et la différence avec la France. Les États-Unis qui sont toujours en avance sur les métiers du product. Et April Dunford, c'est un peu la ponte du positionnement, qui est en plus hyper agréable à écouter. Elle est toujours de bonne humeur. Mais du coup, ce pourquoi nous étions ici, notre fameux livre blanc. On est hyper fiers. On a basé ça sur une quinzaine d'interviews d'experts du product marketing qui viennent de plein de secteurs différents. Il y a des clients, il y a des prospects et il y a d'autres acteurs qu'on a réussi du coup à interviewer pour un peu confronter plusieurs réalités
Et donc voilà, ça n'est pas un livre physique, c'est une fausse image. C'est un livre blanc téléchargeable du coup, soit ici, soit sur notre site ou sur notre LinkedIn. On va le laisser quelques secondes, mais je vais passer la main à Sylvain. Donc n'hésitez pas à le retrouver sur notre site quand la slide aura disparu. Merci. Un grand merci, Pauline. Attends, je trique pas. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et si vous êtes plutôt Team Slack ou Team Teams, je vous laisse discuter avec Pauline ce soir de ça. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en ligne et qui n'étaient pas là avant, et les derniers qui ont pu arriver dans la salle. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notamment ceux en ligne, je vais faire juste une petite introduction sur WeSit avant de laisser la parole à notre speaker de ce soir, Sylvain. Alors, WeSit, on est un collectif d'une centaine de personnes spécialisées en produits et amoureux du produit, avec un enjeu majeur. Notre but, c'est de placer le product au centre de la croissance. D'ailleurs, on va parler un petit peu de croissance ce soir, mais d'une certaine façon chez Payfit. Et pour ça, on accompagne nos clients sur trois pans. Le premier, l'immersion, sur lequel on vient renforcer les équipes de nos clients au jour le jour pour les aider. Le deuxième, sur la partie consulting, sur lequel on vient les aider dans des transitions stratégiques, comme par exemple la mise en place d'OKR ou justement la réorganisation leurs équipes produits. Et le dernier, sur la formation, notre objectif là, c'est de faire grandir les équipes en les formant sur des use cases concrets de leur use case concret pour qu'ils puissent avoir quelque chose d'actionnable assez rapidement. Alors, s'il y a deux choses finalement à vous partager aussi ce soir, au-delà du livre blanc, c'est aussi les contenus. On propose des contenus qui peuvent être intéressants à voir. Le premier, les vidéos Impact. Et c'est bien les vidéos Impact, je ne me suis pas trompé. Donc les vidéos Impact, c'est des petits formats pour partager en quelques minutes un sujet à connaître sur du produit. Typiquement, si vous ne connaissez pas le Product Delight, il y a un super bouquin qui vient de sortir par Nesrine et qui est vraiment, il était top 1 dans les ventes aux États-Unis sur le Product Management. Donc je vous conseille de le découvrir. Si vous voulez découvrir très rapidement en quelques minutes, allez voir la vidéo Impact. Et le deuxième, aujourd'hui on fait des WeTalk. Sachez que nos replays sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et il y aura le replay de ce soir disponible. Alors aujourd'hui, on va parler croissance, on va parler rentabilité avec Sylvain. Sylvain, tu as une expérience incroyable. Plus de 20 ans, tu as commencé à tes débuts chez Orange dans les années 2000, sur le début des années 2000 sur le digital. Tu as voyagé puisque tu es parti aux États-Unis, à New York, tu es parti en Allemagne. Tu as pas mal bougé sur des super boîtes. Alors, si vous voulez discuter avec lui et que vous êtes fan de techno, il a bossé chez SoundCloud. Donc c'est une très très bonne boîte. Il a aussi bossé sur différentes d'autres applications comme Earmaps. Earmaps, c'est une application de navigation concurrent de Google Maps, si on peut dire. Et depuis 3 ans, il est CPO chez Payfit. Alors Payfit, normalement, vous les connaissez à peu près tous dans la salle. Payfit, c'est une de nos licornes françaises. C'est une très belle boîte qui a réussi à révolutionner tout simplement la paye. J'ai eu l'occasion d'utiliser le produit de Payfit et j'étais tombé amoureux de ce produit. Et alors, la petite anecdote de ce soir, c'est que Cédric, qui est notre CEO, est fan de l'OM. Tu es fan de l'OM, je suis fan du PSG, mais j'ai quand même accepté que tu viennes faire un talk chez nous. Alors aujourd'hui, Sylvain va nous parler d'une grosse transition qui a eu lieu chez Payfit récemment et on a hâte de t'accueillir. Merci beaucoup pour être venu ce soir et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Merci. On va régler ça tout de suite. Je fais partie des fans de foot. J'ai grandi à Marseille quand l'équipe était incroyable et j'étais jeune. Je suis resté fidèle. J'espère que vous apprécierez la fidélité. Mais je remarque que le PSG joue très bien et donc ça ne me dérange pas. Le 5-0 a fait mal quand même. Écoutez, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là avec les gens ici dans la salle et puis aussi en ligne. Je vais essayer de parler max 20-25 minutes pour qu'on ait pas mal de temps pour échanger parce que je pense que c'est un format où c'est bien de poser des questions et d'aller un peu derrière les narratifs aussi emballés ou packagés soient-ils sur croissance, rentabilité, on fait que des choses bien, etc. Et puis ça m'est venu tout à l'heure, WeFit, Payfit, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose ensemble, voilà. Donc je vais me présenter très très rapidement après ça, mais
pourquoi j'ai choisi un peu ce thème-là. Je pense que vous êtes tous sensibles à l'évolution du contexte macroéconomique et aussi, au-delà de parler de croissance versus rentabilité, dans le détail, toute boîte a envie de croître et d'être rentable. Le sujet, c'est quel horizon de temps et quel degré de priorité entre les deux, parce qu'il y a toujours une des deux dimensions qui est plus à prioriser selon le contexte des boîtes. Okay, on a déjà fait l'intro. Moi, ce que j'aime bien aussi vous partager, c'est finalement, je suis tombé dans le produit il y a plus de 15 ans. Ça existait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et les seules personnes qui commençaient à en faire étaient à 99% des ingénieurs avec des computer science degree. Donc je me sens un peu moins seul maintenant, mais je préfère vous rassurer pour les gens qui ont commencé peut-être il y a moins longtemps. C'est bien de voir de la diversité dans l'écosystème produit. Et cet apprentissage du contexte et des dépendances end-to-end en lien avec la technologie est en train de transformer tout. Donc il y a beaucoup de choses et de futurs pour le produit, même si les changements avec l'intelligence artificielle sont nombreux. Donc on pourra en reparler. Sur la partie... Oui, un peu plus près, d'accord, pardon. Sur un point de contexte qui est à la fois nouveau, mais qui est en même temps récent et qui est dans toutes les têtes, je pense. Pour faire un petit sondage, qui dans la salle a l'impression d'avoir de la pression pour aller beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle? Ok, 100%. Et dans vos boîtes respectives, quelles qu'elles soient, parce qu'on a je crois des startups, des scale-up et puis des grands groupes, combien de personnes ont été recrutées au produit dans les 6 derniers mois? S'il y a plus de, on va dire, 2% de croissance dans l'équipe produit, vous pouvez lever la main? Ok. Et est-ce que vous pensez que c'est lié au sujet de l'intelligence artificielle ou pas du tout? Qui pense que c'est lié au sujet de l'intelligence artificielle? Et qui pense que c'est lié au contexte macroéconomique plus large? Ok, très bien. Je pense que c'est important d'avoir ce contexte parce qu'évidemment, séparer le contexte macroéconomique et l'accélération de la transformation avec l'intelligence artificielle, c'est assez difficile. Mais ces deux tendances se renforcent l'une l'autre, sans doute. Et l'horizon de temps et la compression du temps, je pense qu'on est en train de vivre parmi les plus gros changements sur le marché du travail et donc sur les entreprises et donc sur la façon aussi de les opérer et de les gérer, y compris avec le prisme investisseur, quels que soient les investisseurs et la phase dans laquelle vous êtes, que vous soyez une boîte publique ou privée. Évidemment, c'est pas la même chose. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait. Et évidemment, dans ce qu'on a fait, chaque histoire est à prendre un peu dans le contexte. Okay, donc je vais vous partager pas mal d'informations assez, on va dire, assez concrètes, voire confidentielles ou des chiffres en lien avec PFIT, mais je pense qu'il y a toujours des choses à prendre de chaque contexte, même s'il y a des différences. Et évidemment, le chemin tracé n'est souvent pas le chemin emprunté, mais c'est toujours bien de garder à l'horizon ce qu'on veut faire et de le définir clairement, y compris au niveau collectif des boîtes et au niveau comité exécutif. Okay, donc, pour le contexte de PFIT, vous l'avez un peu en tête, mais c'est bien de le rappeler. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi, donc fin 2022. Je pense que 2022, c'est l'année où il y a le changement, fin 2022 d'ailleurs, plutôt en Europe, et 2023. Contexte, changement macro-éco assez drastique. Okay, on avait levé 250 millions en janvier 2022. Okay, et donc, ce contexte un peu licorne et un peu cette énergie collective des 2012-2022 qui est portée par tout le monde. Il faut s'en rappeler. Les investisseurs qui évidemment ont intérêt et poussent à la croissance avec une logique de rentabilité qui est pas nulle. Personne n'a jamais dit qu'il fallait faire de la rentabilité, mais on verra ça plus tard. Faites de la croissance, 50-60% par an, etc. Et je pense aussi, peut-être vous en rappelez déjà un peu moins, des petits signes type une des métriques qui était regardée, c'est
combien d'employés j'ai, quoi, et comment ça progresse chaque mois. On était à peu près, on a eu un pic de 1200 chez Payfit. Okay, on est 680 aujourd'hui. Donc, et je vous expliquerai un peu pourquoi et comment on a fait et ce qu'on a travaillé. Donc c'est un peu, c'est important le contexte parce qu'en fait, y a plein de gens qui peuvent dire, en fait, mais pourquoi vous avez toujours tous fait ça, etc. Mais en fait, il y avait cet environnement collectif qui porte et c'est assez difficile d'être, en anglais, contrarian dans un monde qui vous porte avec plein d'éléments, y compris des très bons éléments. C'est-à-dire la croissance, c'est important pour une scale-up. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que on avait ce contexte macroéconomique, etc. Et évidemment, on a commencé à prendre des décisions fin 2022, début 2023 assez importantes. Okay, exemple, on a décidé, nous, de fermer un marché, l'Allemagne. Mais finalement, quand je refais l'histoire des 3 dernières années, la chose qui a eu le plus d'impact, alors encore plus pour les équipes produits et tech que le reste, mais qui a eu le plus d'impact sur on va dire l'acceptation du changement chez nous, c'est on a eu un énorme incident sur notre plateforme en mars 2023. Et en gros, on a été down on and off pendant 5 jours en période de paye. Okay, et c'est intéressant parce que si on compare, c'est pas une histoire de comparer est-ce que ça c'est plus grave que ou plus important que de décider de sortir d'un marché, de changer la priorité des indicateurs qu'on fait, etc. Mais je vous parle d'acceptation du changement et de drive. C'est en fait, ça a été quelque part un moment de réalisation évidemment, mais un mouvement d'énergie collective qui nous a aidés à changer. Et en fait, je vous dis pas qu'on était très heureux et que tout allait bien là-dessus. En plus, j'avais la responsabilité de l'ingénierie à cette période-là. Mais on a utilisé cette énergie pour driver le changement. Parce qu'en fait, quels que soient vos environnements, le sujet, c'est pas uniquement de constater et ensuite de dire que c'est ça les priorités. C'est comment accompagner et driver, on va dire, le changement idéalement le plus vite possible. Donc, je voulais vous partager cette petite anecdote. Évidemment, il a fallu parler aux clients, au board, régler le problème. On n'a pas réglé le problème. Évidemment, on a été backup, mais ensuite, il y a eu beaucoup de travail qui nous ont aidés à faire cette transformation, parce que la transformation, elle n'est pas uniquement macroéconomique. Elle était évidemment technique pour nous aussi. Okay, vas-y. Quelle était la cause du bug et qu'est-ce qui a fait que, dans la mesure où tu étais responsable, finalement, tu as survécu à cet incident? Alors, je vais commencer par la fin. J'étais arrivé depuis 4 mois. J'ai survécu à l'incident parce que je l'ai géré et que c'est comme ça qu'on a changé la boîte. C'est évidemment le sujet de comment c'est arrivé. C'est un peu compliqué à raconter, mais c'est toujours la théorie. Moi, j'ai l'analogie des gouttes d'eau. Okay, c'est comme le churn. Quelle goutte d'eau fait qu'un client déborde et churn? La dernière ou la baignoire? En fait, une plateforme, c'est pareil. Donc, c'est une réponse peut-être un peu compliquée, mais en fait, c'est peut-être 7-8 ans d'inattention sur certains sujets, de pensée de scalabilité, de structuration d'architecture, etc. Donc, c'est évidemment, ça n'arrive pas totalement par hasard, même si l'événement où ça arrive, c'est toujours le hasard. Okay, et si on regarde un peu, c'est une bonne transition, ta question avec ce slide-là, merci. C'est vraiment une logique de priorisation et d'attention. Okay, on fait toujours, chaque boîte et chaque personne ici dans la salle n'a pas qu'une seule priorité. Okay, et heureusement d'ailleurs. Mais le sujet, c'est sans changer de priorité tout le temps, comment structurer un peu ce ranking des priorités pour être clair et avoir une espèce le focus peut être différent par équipe, mais une entente collective. Okay, et si on essaie de résumer qu'il y a une simplification massive, quand on est dans une phase d'hypercroissance et qu'en plus on a la chance d'avoir un product market fit et des succès, il y a une espèce on va dire, de myopie, comme peut y avoir une myopie dans l'autre sens, et d'emballement sur le fait de toute façon, la partie transfo ou scalabilité, etc., on peut utiliser les mots qu'on veut, est en fait sous-investi.
Et le problème du sous-investissement, c'est qu'on le voit en général. Déjà, il est qualitativement débattable entre personnes, mais on le voit souvent trop tard. Donc le sujet, c'est comment on peut avoir, quand on a une priorité forte sur un sujet, un mécanisme un petit peu de contrôle, de check sur les priorités secondaires, okay, pour qu'elles n'arrivent pas à des niveaux où en fait on paiera beaucoup plus tard le prix beaucoup plus. Okay. Et donc on a vraiment fait ce qui explique pourquoi quand on fait ce genre de choses, et oublier les pourcentages exacts, etc. Quand je vous montrais le slide précédent, c'est évident que après on a mangé de la transfo et de la transfo technique, plateforme, on a changé l'infra, on a changé le back-end, on a changé le front, on a changé la façon de travailler, on a changé une partie des équipes, on a changé beaucoup de choses. Okay. Et ce surinvestissement, évidemment, était nécessaire, mais au final, on est dans une logique, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une logique plus équilibrée. Alors, on avait une contrainte quand même, hein, qui était, faut continuer de croître. Okay, parce que ça, c'est un paramètre. Et quand on parle de croissance, rentabilité, moi, j'aime toujours demander, mais c'est quoi votre trade-off entre croissance à 20% et faire 10% d'EBITDA, croissance à 30% avec 5% d'EBITDA, croissance à 50% avec moins 20% d'EBITDA. En fait, où est-ce que vous placez votre curseur si on prend ces deux métriques importantes. Okay. Et donc, on est dans une logique un peu plus, évidemment, après 2 ans et demi de transformation, avec de la croissance, c'est pas en opposition, je vous donnerai un peu les chiffres. On est sur une logique où maintenant, on est à la fois capable et en capacité de réaccélérer la croissance, et c'est un objectif qui est ranké, entre guillemets, plus haut que uniquement le chemin de la profitabilité. Mais pendant ces 2 années et demie, 3 ans, le chemin de la rentabilité était un impératif important pour nous. Voilà. Et ce chemin-là, il est différent pour chaque boîte. Évidemment, certains d'entre vous travaillent dans des grands groupes. Souvent, le chemin à rentabilité, vous partez pas du même niveau. Okay. Donc le sujet, c'est comment entre guillemets, je fais toujours plus. Et il est souvent relancer la croissance, même si les chiffres sont un peu différents. Okay. Si on regarde un petit peu, d'une vue produit et un peu expérience client, parce qu'une partie de la transformation, mon point, c'est pas oui, il y a des exemples de qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans et demi et 3 ans, mais en fait, donc améliorer chaque partie de l'expérience. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas aussi en capacité. Chaque entreprise doit faire des choix sur quelles sont les priorités pour augmenter et prioriser certaines expériences. Mais nous, on avait un challenge qui était que dans ce chemin de profitabilité, il y avait une dimension importante pour l'équipe produit. C'était ce que j'appelle augmenter le footprint de l'équipe produit. Et je vous donne un exemple très très concret. Donc on est dans un contexte B2B. Beaucoup de B2B ont commencé et ont cru avec une approche d'acquisition qui était 100% sales-led. Okay. C'est assez traditionnel par ailleurs. Il y a quelques exceptions. Notion en fait partie. Ils ont fait l'inverse. Et donc le sujet, c'est, notamment sur notre cœur de marché et segmentation, qui est plutôt le 0 à 100 et les non-experts. Okay. Et sur le 0 à 100, il y a évidemment des différences fondamentales entre les coûts d'acquisition sur un 0 à 10 et un 10 à 100, en lien avec évidemment le revenu, l'ARPA, le revenu utilisateur. Et donc cette transformation, elle est, on va bien sûr améliorer toutes les métriques d'acquisition, mais un des sujets, c'est comment faire qu'il y ait un funnel d'acquisition qui soit product-led, au moins sur une partie de la segmentation client. Parce que c'est le seul moyen de faire que les unit economics marchent sur la partie acquise et de permettre d'ailleurs aux sales de faire plus d'acquisitions sur les segments plus élevés. Et vous imaginez bien que non seulement c'est une transformation produit, mais c'est une transformation aussi culturelle, organisationnelle avec les sales. Sur la partie onboarding, et après je ne vais pas toutes les faire, sur la partie onboarding, quand je suis arrivé, l'onboarding d'un point de vue client, c'était d'un côté bien au sens il y a une personne qui va s'occuper de moi,
mais j'envoyais des documents à une personne au service client qui était spécialiste de l'onboarding et qui faisait tout manuellement, avec peut-être un petit peu d'aide produit. Bon, maintenant, on est dans une logique de self-onboarding, encore une fois pour la majorité des clients, avec le service client qui est en support du produit. Et cette logique de footprint produit est importante. Okay, moi, j'avais des équipes, quand je suis arrivé, qui évidemment, du coup, connaissaient assez mal l'expérience d'acquisition, d'onboarding pour un client, ou même, comme l'équipe produit opérait pas le site web, par exemple, c'était une partie de l'équipe marketing, il y avait cette compréhension assez parcellaire du cycle de vie client. Donc ça, c'est assez important. Et évidemment, on a fait beaucoup de choses pour accélérer cette transformation. Et ces choses-là, elles aident l'expérience client, mais certaines aident encore plus les unit economics que l'expérience client. Et ça, c'est là où c'est des trade-offs assez importants à discuter. Okay, et évidemment, quand on fait tout ça en même temps, okay, c'est pas facile. Et la métaphore qui nous vient à tous, c'est un tunnel assez long. Okay, et dans un tunnel, après on peut filer la métaphore très très loin. Si c'est un tunnel de 10 km, est-ce que vous êtes sûr de vouloir dire que c'est un tunnel de 10 km à tout le monde au départ? Je pense pas, débattable. En plus, qui vous dit que vous savez que c'est 10 km? Personne. Par contre, ce qui est important, c'est d'être assez clair sur ce qui est à l'autre bout du tunnel, que ça soit 5 ou 10 km. Ça, c'est vraiment important, plus que la longueur du tunnel. Et le deuxième point, c'est qu'il y a toujours des moments où le tunnel n'est pas aussi droit que ça, même, où on regarde un peu derrière et on se dit je vois toujours pas la lumière, quoi. Et comment vous pouvez donner des jets de lumière à votre équipe pour dire ok, mais en fait le chemin n'est pas entièrement parcouru, il nous reste, on pense toujours quand on règle des problèmes, c'est l'esprit un peu produit naturel, on passe au problème suivant, ok, mais faut gérer aussi cette dynamique d'équipe pour dire comment on accompagne et on relance la motivation des équipes. Et donc ça, c'est important parce qu'un des points par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, c'est aussi de dire, et ça, faut le voir selon les équipes, qui est le plus à même, le plus capable de le faire. Qui dans vos équipes est capable d'aider sur cette dimension un peu de célébration et de motivation. Okay, et par exemple, moi, en tant que leader, c'est pas nécessairement ma force. Je vais être plus cérébral, etc. Je vais évidemment parler très fréquemment aux équipes, mais comment on peut, dans une phase de transformation, connaître la diversité de son équipe pour utiliser les forces de chacun, entre l'analytique, le transformateur, et on a beaucoup de formes de leadership, et ça, c'est un sujet hyper important pour garder les équipes motivées. Non, il n'y a pas de souci, Non, il n'y a pas de... Ah, mais il n'y a pas de souci, Sinon, je peux continuer sans slide, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, du coup, on va profiter? Vous avez tous entendu les questions, c'est bon? Alors, c'est évidemment, ça c'est la psyché humaine devant un fait accompli, devant un mur. On a toujours une capacité de réaction et finalement, ça commence par l'accélération de la compréhension. Okay, mais je pense qu'il y a quand même des mécanismes que chacun peut mettre en place dans son équipe, dans son entreprise, pour essayer de dynamiser des réflexes avant que ça soit le cas. Okay, et je vous donne quelques exemples. Je pense qu'en tant que, on va dire,
leader, produit, technologie, etc., il y a toujours une question à se poser à soi-même et à poser à vos équipes. C'est quel est notre cœur différenciant et comment pourrait-il être attaqué ? Parce que ce sujet-là, finalement, il est relativement permanent. Il n'y a pas besoin de... Évidemment, il y a des nouvelles théories sur ces sujets, mais c'est uniquement une question d'horizon de temps, de segmentation et de niche qui grossit. On se fait toujours disrupter par quelqu'un. Okay ? La question, c'est est-ce qu'on l'a vu assez tôt ? Est-ce qu'on l'a pensé assez tôt ? Et donc, il y a vraiment ce genre de mécanisme de dire ok, c'est quoi le cœur différenciant ? Comment on peut... Il y a beaucoup de boîtes, finalement, qui, de manière surprenante, qu'elles marchent d'ailleurs, ou qu'elles marchent moins bien, ont du mal à se poser cette question de manière fréquente et régulière. Ça, je pense, c'est assez important. Il y a évidemment d'autres mécanismes. Je me souviens très bien, pour prendre un exemple, SoundCloud, on avait ce sujet vraiment de difficulté de se positionner, alors qu'on était évidemment utilisé par des dizaines, des centaines de millions d'utilisateurs. Et on avait à la fois ce sujet, ok, comment générer de l'argent, mais on avait ce sujet aussi, comment ne pas perdre notre identité, mais exister sur une cartographie de positionnement qui était vraiment pas claire. Okay ? Spotify existait à l'époque, mais n'était pas encore le Spotify d'aujourd'hui. YouTube existait, mais c'était de la vidéo. On était content au départ, j'en parlais, de dire on est catégorisé comme le YouTube de l'audio. Mais en fait, se faire enfermer dans le YouTube ou le Uber de quelque chose, c'est cool quand on est petit et qu'on veut lever de l'argent pour se faire comprendre. C'est pas nécessairement un très bon signe de capacité à différencier. Donc il y a comme ça des indicateurs. Et tout à l'heure, vous parliez de product marketing. C'est très très lié au produit. Chaque personne qui travaille en produit doit toujours se poser la question de la segmentation sur toute initiative qu'il ou elle porte. Je pense que c'est assez important. Sur la partie un peu tout ce qu'on a fait en même temps et sur la partie de la pratique un peu produit, il y a évidemment, pour donner un peu les éléments, on a parlé de Transfotech et je ne veux pas en parler trop, mais on a changé beaucoup de choses. On est sorti de certains marchés, je vous en ai parlé. L'Allemagne, c'était une décision assez dure. On avait aussi pris une décision, par exemple, nous, on est évidemment, on fournit la paye en France, en Espagne, UK. Et vous connaissez la complexité de la paye en France, notamment les conventions collectives. Vous êtes tous faites partie d'une convention collective dans votre entreprise. Et par exemple, on a pris la décision de sortir de la convention collective métallurgie. Okay ? C'était 1 million d'ARR pour nous. Okay ? Et on a pris une décision difficile, mais de dire par rapport à nos objectifs, et il y a eu des changements réglementaires qui ont un peu poussé cette décision. Ils ont augmenté la complexité en voulant simplifier le système, ce qui est fondamentalement top. Mais nous, on aurait pu dire, on continue à porter cette complexité. On a décidé de sortir. Et évidemment, on a aussi changé. On n'a pas changé beaucoup les équipes au sens, les équipes produits. Il y a eu évidemment quelques changements, quelques départs. On a plutôt changé l'organisation et le mindset des équipes produits. Et de se dire, OK, sur quelles expériences on va travailler, comment les différentes équipes travaillent ensemble, quels sont les indicateurs de succès, quelles sont les hypothèses que chacun fait et comment on travaille. Donc ça, c'était vraiment hyper important. Et j'ai essayé de développer un peu ce point qui moi, m'est hyper cher sur cette partie compréhension systémique. Okay ? Je vous ai donné une dimension de la partie systémique, qui est la partie cycle de vie produit. Mais c'est une seule dimension. La dimension systémique, elle est aussi un PM ou une PM doit comprendre non seulement son produit, mais aussi son marché, une partie de son go-to-market, les métriques de succès que la finance va regarder, comment sont les interactions avec les canaux de distribution, que ce soit sales ou autre. Et c'est un peu cette approche systémique et cette acculturation, je dirais un peu plus peut-être business et data, qui a été hyper importante, en tout cas je pense pour le succès de la boîte. Et on a évidemment fait, je le mets, mais c'est toujours hyper dur dans des phases de transformation, mais aussi de croissance, de savoir regarder. Ça fait partie des mécanismes aussi pour
Pour répondre encore à la question d'avant, quand vous avez un portefeuille, le naturel l'emporte. Dès que vous restez 2-3 ans dans une boîte, dans un poste, etc., c'est la force de la diversité des fois du 109 pour se forcer à se reposer des questions. Mais attends, pourquoi on a fait cette feature ? Est-ce que c'est vraiment utilisé ? Est-ce que c'est utile ? Et combien ça nous coûte ? On n'en a enlevé que 5. Donc c'est pas un gros track record sur cette partie feature pruning, mais je vous encourage toujours à y penser parce que dans une phase de priorisation, de focus, qui est en fait le facteur principal de gain de productivité, il est focus et priorisation, hein, pour résumer. C'est un point hyper important. Et quand on fait tout ça, le risque dans le tunnel, hein, de transformation et un peu de la tête baissée sur l'amélioration des unit economics, c'est ok, mais est-ce qu'on fait encore des trucs un peu sexy parce que faire un funnel d'acquisition PLG, ouais, c'est sexy, mais c'est pas ultra sexy non plus. Y a 10 000 personnes qui l'ont fait avant. Les métriques sont claires et c'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Et on s'est dit, ok, c'est quoi nos petits investissements, même si nos investissements globaux, entre guillemets, diminuent et sont beaucoup plus focalisés, pour contribuer un peu à ce cœur différenciant, et évidemment porté en grande partie par on va dire, les ruptures apportées grâce à l'intelligence artificielle, et aussi apporter c'est important, la dynamique d'équipe et de fierté dans les équipes produits. Les gens qui ont réglé les problèmes que je vous ai montré sur le graphe de plateforme et d'outage, ils sont fiers d'avoir rétabli la plateforme et d'avoir progressé, et on est fiers que la performance de la plateforme soit 2 à 3 fois meilleure. Mais ce n'est pas le même degré de fierté que sur certaines features. Donc on a lancé évidemment il y a maintenant quasiment 2 ans notre premier assistant avec l'IA, PFIT Copilot, et on a rajouté beaucoup de choses depuis, mais ça a donné un peu cette dynamique et cet apprentissage en interne, et évidemment avec des choses qui sont utilisées par les clients. C'est pas uniquement on s'est fait plaisir, ça n'a pas eu d'usage. Okay, et on en a fait quelques-uns comme ça, on en a fait très peu. Ceux-là ont marché, il y en a peut-être un autre qui a pas marché pour vous partager, en tout cas qui n'a pas eu l'effet escompté. Mais ça a été hyper important pour emballer et revoir la perspective de entre transfo et croissance, comment porter le message. Et maintenant, si je vous partage un petit peu, c'est hyper important. Je ne connais pas votre degré de familiarité avec les chiffres, les acronymes, etc. Mais c'est un sujet important parce que vous le vouliez ou non, tous ces chiffres, c'est des trucs qui sont discutés dans tous les comités exécutifs des startups, des scale-up avec les investisseurs. Okay, donc, alors en B2B évidemment, en B2C c'est un peu différent. NRR, Net Retention Rate. Okay, donc Net Retention Rate, c'est assez long et compliqué, mais c'est la croissance, donc le Gross Retention Rate, la croissance organique de vos clients si vous avez un per seat pricing, votre niveau de price increase, votre niveau d'upsell, de downsell, price decrease et churn. Okay, ça fait Net Retention Rate. Et évidemment, ça doit être au-dessus de 100%, idéalement. Et donc, on voit qu'on a eu, évidemment, dans des phases de transfo, il y a une partie avec le contexte macroéconomique, la croissance organique, au sens, nos clients, est-ce qu'ils embauchent ou est-ce qu'ils embauchent moins ou est-ce qu'ils licencient, cette partie organique qu'on ne contrôle pas ou très peu, affecte le NRR. Okay, en même temps, sur la partie revenu, okay, Annual Recurring Rate, c'est évidemment la métrique importante pour les boîtes de B2B, souvent plus que le revenu en tant que tel. Et cette idée de, ok, mais dans une phase de transfo, nous, notre paramètre, c'était ça doit croître. C'est une boîte comme nous qui ne croît pas de minimum 10-15% par an, c'est un énorme problème. Okay, et on partait, donc évidemment c'est des chiffres confidentiels, je vous donne, c'est des vraies courbes et des vraies trajectoires. Les ratios sont à peu près corrects. Donc la ligne rouge par rapport à la ligne bleue, vous voyez bien qu'elle est relativement en dessous. Donc je vous passe le ratio, mais ça c'était vraiment
important comme contexte, c'est-à-dire que on perdait au sens beaucoup d'argent, au sens on brûlait beaucoup de cash, et notre croissance finalement était sur un horizon comprimé de temps moins saine que ce qu'elle devait être. Et donc on savait que il était plus efficace entre guillemets de ralentir cette croissance, parce que la croissance en année 1 nous coûtait plus d'argent que si on arrêtait ou on baissait la croissance et qu'on investissait pour améliorer toutes ces unit economics et qu'on mettait exactement le même argent 1 an après ou 2 ans après. Okay, mais sans pouvoir non plus faire ça éternellement et se dire on va améliorer tout le temps nos unit economics, on va croître à 0% et on les mettra dans 3 ans. Okay, donc ça c'est vraiment important d'avoir ces trade-offs entre guillemets entre business et produit. Okay, et sur la partie OPEX, ben en fait ce qu'on voit dans ces courbes, c'est oui, on a réduit les effectifs, on est sorti de marché, etc. Il y a une phase dans cette phase-là qui est une grande partie de la réduction des coûts, donc mesurée par l'EBITDA au départ, se fait par la réduction des coûts. Mais au final, la meilleure façon de réduire les coûts, c'est que les revenus augmentent bien plus vite que les coûts. Okay, et donc ce ratio, c'est qui est évident, mais c'est important de le préciser. Et donc, nous, notre on va dire, chemin, si on fait le ratio un peu contributif de amélioration des unit economics et grâce à la réduction des coûts et la croissance, au fil du temps, sur les 3 ans, c'est beaucoup plus porté par la croissance. Ce qui est logique, parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup moins de coûts qui sont facilement enlevables. Et puis, vous ne faites pas un chemin de transformation en faisant on va dire, du compte-gouttes tous les 6 mois, en essayant de faire partir des gens, etc. Donc, il y a vraiment cette logique qui est hyper importante de comment vous donner, pour revenir à la métaphore du tunnel, cette clarté de mission et d'objectif après, sans avoir tous les paramètres. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est pas une question de manquer de transparence. Nous, on a été hyper transparents, enfin, le plus possible, entre guillemets. C'est que personne ne connaît exactement la durée du chemin. On a une idée, mais il faut quand même que cette idée soit relativement collective pour engager les gens. Okay, donc ça, c'est important parce que, évidemment, tout ça se voit dans la grosse margin, etc., de chaque boîte. Et tous ces éléments-là sont différents par industrie, etc. Donc, je ne dis pas... Nous, notre chemin, c'est vraiment comment on était beaucoup à croître très vite dans un environnement différent et comment l'environnement plus les contraintes naturelles de chaque boîte fait qu'on a fait beaucoup de transformations en même temps. Et si je regarde un petit peu... c'est évident, mais je le précise parce que je n'ai pas parlé tellement de clients, ce qui est quand même toujours problématique quand on fait du produit qu'on n'en parle pas. On a évidemment acquis et évidemment géré toujours plus de clients. Et on a réussi à faire ça en augmentant notre NPS. Il y a un petit T devant, c'est juste une fonction de trailing parce qu'il y a beaucoup de saisonnalité chez nous. Et une des raisons, et là où il y a des alignements des fois on va dire, d'étoiles, c'est que l'exemple, quand je vous ai parlé de PFIT Copilot et de l'augmentation évidemment de la productivité, l'objectif principal au départ de PFIT Copilot, c'était, enfin la mesure de succès, c'était le taux de déflexion de tickets. Le taux de déflexion de tickets, s'il y a moins de tickets, en fait, il y a besoin de moins d'agents de service client, ou alors ils peuvent se concentrer sur les nouveaux clients. Et donc on a réussi, évidemment, il y a des alignements parfaits, c'est quelque chose qui est fonctionnellement intéressant, qui augmente la grosse margin, qui permet au staff de gérer les nouveaux clients, c'est-à-dire qu'on arrive à gérer évidemment beaucoup plus de clients avec en fait moins de staff qu'avant, et à avoir aussi plus de relations entre équipes. Okay, parce que quand on parlait de footprint de l'équipe produit, pour faire ça, il a fallu beaucoup parler au service client. Ce qui n'était pas nécessairement quelque chose qui était naturel au sens le produit était peut-être un tout petit peu plus à part dans cette logique avant la transformation. Okay, et ça, c'était un petit peu sur cette logique aussi dans la transfo et dans la croissance.
il y a des fois, on essaye, puis ça marche pas. En fait, des fois, il faut continuer d'essayer. Et il y a des choses qui prennent du temps. Quand je vous ai parlé de transformation sur la partie funnel d'acquisition, ça, c'est un exemple. Sur le pourcentage en MRR, donc en Monthly Recurring Revenue, des gens qui sont passés par le funnel de self-acquise, on avait lancé juste avant Q1 2023. On était à 8%. Bon, ben, en fait, vous voyez que cette courbe, elle s'accélère, mais des fois, elle s'accélère dramatiquement à un moment. Est-ce que je peux expliquer de manière honnête et simple pourquoi ça s'est fait comme ça? Non, c'est ce qu'on appelle le compound effect de beaucoup de travail, de paramètres. Et il y a un moment où ça prend plus qu'avant. Donc ça, c'est un encouragement aussi, des fois, de regarder, d'avoir un peu le stamina pour y arriver. Voilà. Et puis après, juste pour résumer et puis prendre vos questions, si j'essayais de regarder un peu ce cheminement et cette traversée un petit peu, une grande partie du sujet, c'est le focus et la clarté de ce qu'on veut faire. Et c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Okay, on est toujours dans toutes les boîtes sursollicité par de l'information, des détails, un client spécifique, etc. Et bien sûr, chaque cas compte. J'ai pas de leçons à vous donner sur ce sujet, à part que toujours réfléchir à c'est quoi votre top 5 dans le mois, c'est quoi votre top 5 dans la journée, c'est quoi vraiment ce niveau de pratique et de granularité. La partie mindset est essentielle parce qu'on est des êtres sociaux qui aimons travailler ensemble. Et donc, le changement n'est pas nécessairement naturel au même niveau pour tous. Mais pour avoir vécu plusieurs transformations de manière différente dans plusieurs boîtes, un des facteurs clés de succès, c'est le mindset des collaborateurs. Okay, nous, on a recruté très très peu de nouvelles personnes pour travailler même sur des sujets très nouveaux comme l'IA. On a beaucoup fait de formation en interne. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'en fait, les gens avaient l'appétit et cette culture-là. Okay, et la dernière partie, c'est la vie est faite de trade-off, et notamment au niveau pro. Et il ne faut pas toujours opposer certaines dimensions. On adore opposer qualité et vitesse, par exemple. Ça, c'est un débat plus long. Mais il y a des choses sur lesquelles aller vite, c'est essentiel. Et vous connaissez peut-être tous ce framework un peu Type 1, Type 2 Decisions. Okay, on a deux types de décisions souvent professionnellement. Si on prend la métaphore des portes, une type de décision, quand vous traversez la porte, c'est hyper dur de revenir, de la réouvrir. Mais ça, c'est même pas 5% des décisions en fait. Et on a tendance intellectuellement à prendre exactement le même temps pour décider si c'est une porte qu'on va traverser et sur laquelle c'est très difficile de revenir, versus c'est une porte où traverser, ça coûte toujours un peu de revenir, mais c'est assez facile. Et un encouragement pour vous intellectuellement à dissocier ces types de décisions et à le clarifier, parce qu'en fait, sur les portes qui peuvent se traverser et revenir, allez vite. Si vous êtes trompé, vous revenez, vous aurez appris. Sur les autres, c'est un peu plus difficile de revenir. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et pour finir, quand même, petite photo des équipes, parce qu'un des éléments où je ne vous ai pas raconté, c'est que en même temps, on a quand même fait un peu d'outsourcing. Et donc ça, c'est notre équipe à outsourcer 90 personnes à Madagascar qui font une partie uniquement de notre service client et une petite partie des payfitters. Et ce qui est assez génial, c'est de voir aussi les personnes grandir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore avec nous, qui étaient là il y a 4-5 ans, qui ont vécu cette transformation, qui ont grandi. Voilà, c'est un apprentissage. Je partage une partie seulement, mais c'est vraiment cool. Et il y en a qui sont partis ailleurs et qui sont successful, et c'est génial aussi. C'est important pour l'écosystème qu'il y ait ces transferts et cette compréhension, et on a grandi ensemble. C'est un peu le message de ce soir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et du coup,
place à vos questions, sachant que la première, c'est toujours la plus dure. Et merci. Merci beaucoup pour la presse, c'était hyper clair. J'ai une question qui me vient, tu en as un peu parlé en substance tout le long, mais si tu devais me donner un peu un top 3 là-dessus, comment tu fais dans ces phases de transfo qui sont souvent longues et un peu laborieuses pour maintenir l'engagement d'équipes produits qui bien souvent sont là pour faire du produit, un peu dans l'état de l'art, faire des trucs sexy, shipper de la valeur. Quand tu réduis la voilure comme ça, comment tu arrives à maintenir cet engagement-là ? Je pense que c'est important de comprendre les motivations fondamentales des gens, okay, et aussi leurs peurs fondamentales. Et sur les motivations fondamentales, je pense qu'il y a des choses qui sont communes à la majorité des gens qui font du produit, au sens shipper des choses et être fier de la valeur apportée au client. On peut débattre du phrasé. Mais des équipes produits qui travaillent, chez nous, et je pense que c'est assez commun, dans une équipe plateforme versus quelqu'un qui va travailler sur de l'acquise versus quelqu'un qui va travailler sur le cœur du système, qui est chez nous le moteur de paye, c'est pas exactement les mêmes motivations. Okay, et comprendre à la fois ce langage commun et cette diversité, c'est hyper important. Deuxième sujet, trouver, en fait, en tant que leader, apporter de la clarté sur le contexte, le focus, les priorités. En général, ça aide beaucoup de gens. Okay, et le troisième sujet, c'est d'avoir ces moments et ces mécanismes d'apprentissage et de motivation. C'est-à-dire que je pense que au final, moi ce que je dis toujours à mes équipes, c'est alors ça fait en effet un peu plus de 20 ans que je bosse, ça ne nous rajeunit pas. Je dis toujours, mais parce que j'y crois et je l'ai vécu, est-ce que vous pensez apprendre plus dans des phases difficiles ou dans des phases faciles ? Mais 10 fois plus dans des phases difficiles. Et donc les phases de croissance où tout va bien, en fait, on apprend beaucoup moins. Et on ne le réalise pas toujours. Et je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune et tout, on a aussi, je suis toujours un peu impatient, mais toujours l'impatience de ok, mais là, c'est dur, pendant 6 mois, est-ce que je vais tenir, etc. Mais en fait, il y a toujours des choses auxquelles se raccrocher. Il y a toujours dans l'équipe quelqu'un qui va toujours mieux que vous, toujours moins bien que vous. Et comment on essaie d'animer cette énergie collective. Mais je crois beaucoup en l'émulation et l'apprentissage. Et la clarté, évidemment, de direction. Bonjour et merci. Tu citais juste avant l'importance de maintenir une direction claire et un focus clair. Je trouve ça plus facile dans le B2C, peut-être un peu moins dans le B2B où tu peux avoir des grosses sollicitations, une pression et des demandes de direction stratégique ou de feature qui viennent de tes gros clients notamment. Comment est-ce que tu gères cet équilibre entre les demandes fortes des clients et ce focus que tu tiens à garder ? Ouais, c'est une excellente question. Alors ça, c'est la dynamique toujours, en effet, en B2B, c'est t'es clair, t'as une direction, t'as une roadmap, et puis t'as ton premier plus gros client et avec l'équipe sales qui te dit qu'ils vont partir si tu fais pas ça. Je résume, mais c'est relativement commun. Alors, en fait, c'est un mix de choses, mais c'est un des points sur lequel je pense, c'est un des cas d'usage majeur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, cette médiation des différents inputs utilisateurs est grandement facilitée par l'IA. Peut-être sur le mode de la blague, il n'y a pas de sales dans la salle, mais moi, quand j'ai des discussions avec des équipes sales, souvent, il y a beaucoup de qualitatif, mais il y a un peu moins de quantitatif, ce qui est normal. Chacun a ses biais. En produit, on en a aussi. Et il y a le biais de récence, de conversation avec un client, et le biais de, on va dire, de revenus par client. Okay, et en fait, nous, on est capable maintenant d'avoir tellement de signaux et de détails hyper concrets que je ne dis pas que c'est toujours simple. Donc la réalité, il n'y a pas de règle de toujours dire oui, toujours dire non, etc. En général, ces deux extrêmes sont incorrects. Mais
tu as une phase de compréhension de ok, ça vient d'un client, mais peut-être c'est hyper intéressant pour tout le monde. Et ensuite, tu as la phase un peu d'éducation, je pense, avec tes stakeholders. Alors, c'est moins facile avec le client en direct, de se dire ok, mais mon trade-off, je vais te l'expliquer et te le présenter. Et tu peux créer beaucoup d'empathie, de compréhension juste en s'expliquant les trade-offs. Okay, peut-être que le sales va t'expliquer que en fait, non, ce truc-là, en fait, oui, tu en parles avec un client, mais il y en a peut-être 10 derrière. Ça va peut-être la pression de leurs propres objectifs et de leurs incentives. Et côté produit, dire non à chaque fois sans réfléchir à ok, mais en fait, on parle de quoi exactement et c'est quoi le petit détail qui changerait la chose versus c'est un trop gros truc et je peux pas le faire dans cet ordre-là. Donc, il faut rentrer dans le détail. Mais honnêtement, la capacité d'analyse de l'IA et de segmentation et de trouver des communalités au sens la petite aiguille dans la botte de foin, etc., c'est assez génial. Ça a changé la façon, je pense, de traiter la diversité des feedbacks produits. Parce qu'en fait, des feedbacks, là, on parle d'une source. Mais user research, analytics, behavioral, back-end data, il y a tellement de sources de feedback qui sont un mix quali-quanti. Et donc ça, ça a changé aussi un petit peu. Je pense que pour le coup, ça rend beaucoup plus facile de faire du produit, cette partie-là. Je te fais passer. N'hésitez pas à réfléchir à votre petite question. Tu disais que pendant la phase de focalisation, vous étiez éloigné du marché de l'Allemagne pour vous concentrer sur l'essentiel. Est-ce que niveau produit, ça s'est aussi traduit par des choix forts sur l'abandon de fonctionnalités qui ont peut-être créé la dette technique qui a été à l'origine du bug de l'an 2022, si je me souviens bien? Non, alors, non. Ouais, ça fait très année 2000. Non, la sortie de l'Allemagne, si tu veux, c'est vraiment une décision collective qui a une partie produit. C'est pas notre marché principal, c'est un plus petit marché, mais qui est à la fois en croissance, mais qui consomme pas mal de cash, qui demande, entre guillemets, un degré d'investissement et de priorisation qui est en gros en conflit avec ce qu'on doit faire, notamment pour les autres pays, et la France et l'Espagne. Et en plus, à l'époque, tu as un changement réglementaire côté, on va dire, interfaçage avec le gouvernement et les organismes sociaux en Allemagne, qui fait qu'en fait, il faut remettre encore beaucoup d'argent parce qu'il y a l'apéisation de l'équivalent de l'URSSAF, pour pas vous bassiner avec les détails. Et donc, collectivement, on se dit... voilà, si on veut y arriver en Allemagne, il faudrait remettre X millions versus on peut pas. Mais par contre, t'arrêtes pas non plus un pays du jour au lendemain. Donc c'est pas une décision ultra facile de dire il a fallu accompagner les clients. On dit pas aux clients ok, demain vous faites votre paye tout seul. Donc on a pris la décision très vite et on est sorti, je pense. On est sorti entre 3 et 6 mois du marché, au sens où on a laissé les derniers clients avoir 6 mois de run, mais sans aucun développement de fonctionnalité, et on a commencé à enlever des choses. Donc voilà, c'était un arbitrage. A posteriori, c'est toujours facile d'analyser, mais c'était un très bon arbitrage. Le produit n'était pas trop gros, c'est pas ça qui expliquait le fait qu'il y ait eu des incidents, un problème de plateforme. Non, c'est pas le problème de l'incident, c'est pas du tout ça. Non. Mais t'en reviens toujours à quand tu es multi-pays, qui est une autre dimension évidemment dont je n'ai pas parlé, tu as souvent un pays cœur majoritaire historique et tu as les pays satellites. Okay, j'utilise ces termes-là parce qu'en fait, c'est quand même souvent comme ça que ça se vit de l'intérieur. Et quand tu as un alignement fort, et là c'est très très contextuel selon les produits, ça va. Mais si tu as des grosses différences, des grosses adaptations, je ne parle pas de localisation au sens traduction évidemment, mais aussi des différences de segmentation. Nous, notre typologie de clients en France, en Espagne, au Royaume-Uni, enfin notamment au Royaume-Uni-France, est différente, et Allemagne, et donc tout est lié en fait. Tes attentes de clients sont différentes parce qu'il y a des bases évidemment. Alors nous, on est très ancré dans la culture et la réglementation, mais aussi dans ta segmentation de clients.
Ça, c'est hyper important. Merci beaucoup pour la présentation. Dans ce genre de transition-là, il y a beaucoup d'évolutions qui sont mises en place. Comment tu valides l'attribution du résultat derrière à ces évolutions? Alors, il y a deux réponses totalement conflictuelles que je vais te donner. J'ai aussi la responsabilité de l'équipe data et je suis très très analytique. Donc, le sujet, c'est la réalité. Tout mesurer est impossible. Tout mesurer avec précision en séparant les variables est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien mesurer. Donc, ce qui est hyper important, notamment dans la pratique du produit, c'est de faire des hypothèses pour chaque chose qu'on veut faire. Okay ? Parce qu'en fait, l'exercice intellectuel de faire l'hypothèse et d'être clair sur la mesure de succès, et de savoir la mesurer en partie, et pas totalement, est déjà essentiel. Et après, il faut savoir choisir qu'est-ce qu'on veut mesurer avec précision, et la problématique de la séparation des variables, versus ce qu'on veut mesurer à grosse maille. Et ça, c'est hyper important. Mais oui, l'attribution parfaite, moi, peut-être j'ai eu le malheur, j'ai jamais travaillé dans une boîte où c'était capable, ou possible de le faire. Mais par contre, la mécanique de comprendre dans une certaine mesure, avec différents degrés de profondeur, ces variables-là, c'est essentiel. Ça commence par l'hypothèse. Posez-vous la question dans vos boîtes, combien de fois vous faites vraiment l'exercice de clarifier avant le lancement vos hypothèses et votre mesure de succès? Je ne sais pas si vous voulez lever la main, mais je peux vous garantir que ce n'est pas 100% des gens. Ça, c'est important. Je vais faire des allers-retours avec le micro. Est-ce que n'hésitez pas à poser votre petite question si vous en avez une. Bonsoir. J'imagine que la transformation, c'était une transformation interne, mais ça a aussi été une transformation pour vos clients. Comment est-ce que vous avez annoncé ou accompagné cette transformation pour vos clients? Et comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Ouais, c'est un très bon point. Alors, là, je peux reprendre la partie sur l'incident. C'est-à-dire que c'était, pas tout vous raconter, mais c'était un moment où il a fallu communiquer à nos clients et expliquer. Expliquer, s'excuser et expliquer ce qu'on allait faire. Et pouvoir avoir le niveau de détail qui était suffisant, mais tout en restant simple sur c'était quoi les commitments qu'on prenait. Et quand on a ce genre de choses, on veut surtout éviter de faire un over-commitment. Okay. Et après, il y a eu plusieurs moments clés. Les clients, en fait, de fait de la segmentation et de leurs problématiques, ne vivent de toute façon votre produit commun jamais de la même façon. Okay. Et nous, entre X% des clients qui n'ont jamais aucun problème et qui ne nous contactent jamais, versus les 3% de clients qui ont beaucoup de problèmes et qui nous contactent souvent, c'est déjà pas les mêmes problématiques, même quand tout va bien. Okay. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et après, comme on a fait, on a eu... si je prends les quelques dimensions, quand on enlève des features, il y a une communication spécifique. Évidemment, dans le choix de quelle feature on enlève, il y a aussi c'est quoi le MRR risque, c'est quoi le nombre de clients, etc., qui fait partie des critères. Okay, donc ça, c'est vraiment pas le plus difficile. Finalement, sur la partie enlever des features, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer et de convaincre en interne que d'approcher les clients. Et ça, le pattern, il n'est pas que chez nous, je pense. Et après, il y a eu des moments clés. Okay, quand on a décidé, quand on fait toutes les transformations sur faire plus de product-led sur la partie acquisition, onboarding, etc., en fait, pour les clients, c'est génial. Il y a toujours une petite dimension segmentation. Ah oui, mais avant, j'étais très accompagné, mais c'est déjà pas les mêmes clients qui vous parlent. Donc, les gros changements produits, c'est pas tellement sur l'acquise et l'onboarding. C'est pas les mêmes clients qui refont le process. Donc, personne, entre guillemets, ne réalise. C'est vraiment sur le cœur de l'expérience. Et là, c'est vraiment de l'amélioration finalement continue avec quelques grands moments sur lesquels il faut savoir bien communiquer.
Et puis après, il y a d'autres changements sur quand on a fait une partie d'outsourcing de service client, qu'on a fait par exemple des gros changements de comment on sert nos clients d'un point de vue support, au sens concrètement le routing de chaque ticket, est-ce qu'il va à une personne, à 5 personnes, etc. Ça, c'est des moments où il faut communiquer. J'espère que je réponds à ta question. Est-ce que ça répond à la question? Si je peux poser une deuxième question. Ça répond à la question? Parfait. Et il y a aussi des fois, c'est important, mais c'est comme un peu la sortie de l'Allemagne ou d'une convention collective. Ça ne nous est pas arrivé trop souvent, mais des fois, il faut savoir se séparer de certains clients. Il y a des clients qui, et c'est pas de leur faute, c'est pas le sujet, mais il y a des clients qui entre guillemets coûtent trop cher, sur lesquels les unit economics ne marchent pas, ou sur lesquels c'est assez difficile de repartir de bon pied. Et c'est vraiment pas des discussions faciles, mais c'est important de les avoir des fois, y compris pour la clarté et le focus des équipes. J'ai une question. Tu parlais justement de construire un bridge entre les équipes produits et notamment les équipes CS, qui parfois peuvent être un peu antagonistes. Et comment tu as fait justement chez Payfit pour construire ce pont justement entre ces deux équipes et parler une langue plus commune? Je vais commencer par la fin pour te faire sourire. C'est que je gère aussi les équipes CS. Donc, je ne sais pas de quel côté je vais répondre. Non, je pense. Alors, deux choses. Il y avait finalement, dans tous les stakeholders des équipes produits chez Payfit, la plus grande proximité naturelle était entre produits et CS. Beaucoup plus qu'entre produits et sales, et beaucoup plus qu'entre produits et marketing même. Okay, pour plein de raisons, mais notamment par l'explication assez facilement compréhensible. En B2B SaaS, quand 100% de l'acquise est fait par les sales, le marketing est au service des sales et de l'acquisition, et du coup, le cycle de vie client, c'est produit et CS. Du coup, il y avait cette proximité-là. Par contre, il y avait évidemment beaucoup de... des vues différentes sur que c'est... En gros, quelqu'un au CS, naturellement, peut penser je prends les cas que le produit ne sait pas gérer. Okay. Et comment le produit travaille sur des problématiques CS quand il y a d'autres priorités. Souvent, les trucs internes, priorisation de la vue agent et souvent pas une priorité. Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment au sein de chaque équipe, si tu fais si tu fais une ligne entre, je sais pas, par exemple les introvertis et les extrovertis dans ton équipe, tu as des gens qui sont quand même plus aux extrêmes et des gens qui sont plus proches. Comment t'appuyer sur chaque relation de stakeholder par des gens qui ont l'empathie ou qui comprennent, y compris avec quelques mouvements internes. Moi, j'ai quelques personnes de l'équipe produit qui sont allées au CS, alors plutôt en CS Ops, okay. Et on a quelques personnes en CS qui sont devenues PM. Et ça, il faut s'appuyer sur ces choses-là. Le deuxième sujet, c'est de créer une réalité commune des priorités. Okay. Moi, je dis toujours, vaut mieux frustrer les gens en compréhension qu'en incompréhension. Okay. Parce que la frustration dure moins longtemps. Et donc, quand on est clair, tu as le droit d'être frustré. Mais si tu comprends, c'est déjà beaucoup mieux. Okay. Et on peut avoir cette discussion de priorisation, de roadmap dans ce lien-là. Et puis après, je pense que la partie... alors pour le coup, intelligence artificielle a été un gros... alors je fais un peu digression, mais un des trucs hyper importants avec l'intelligence artificielle qu'on ne mesure pas encore trop, c'est la redistribution des cartes sur quel est mon métier. Et du coup, la désiloisation, je pense, des métiers. Okay. Alors ça crée beaucoup d'anxiété parce qu'un PM se dit ok, en fait on me demande aussi d'être designer, puis on me dit que je peux être ingénieur, un ingénieur on me dit en fait tu peux être PM, etc. Donc il y a ces deux dimensions, anxiété mais aussi désolidarisation. Et sur la partie IA, ça a créé un peu cet objectif commun de comment on peut, grâce à l'IA, améliorer la qualité de service et on va dire la métrique de succès côté agent, parce qu'on a fait beaucoup de choses pour les agents du CS sur comment augmenter la qualité via la rapidité de réponse
en gardant la métrique de qualité qui est, tu peux pas répondre en 2 secondes mal parce que sinon ta métrique de qualité elle tombe, et cette expérience client de déflexion de tickets. Et donc on a créé beaucoup de ponts sur ces sujets-là. Et après, tu vois, dans notre service client, nous on a aussi de la diversité de profils selon ta profondeur de service client, parce qu'en fait nous, une des métriques qu'on a au niveau OKR boîte, c'est, on appelle ça l'anti-ticket ratio. Donc, c'est la métrique qui unifie le plus le produit et le CS. C'est le nombre de tickets par 1000 feuilles de paye. Okay, donc, c'est hyper, c'est brut, mais ça aide. Et en fait, tout le monde doit faire baisser la terre. Parce qu'en fait, si tu as moins de tickets par 1000 feuilles de paye, c'est que ton produit il est plus clair et que tu as besoin de moins de support et que le support peut travailler sur des trucs. Après, la dimension, au bout d'un moment, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est pas uniquement un nombre de tickets, c'est le temps passé par ticket. Et là, tu es dans des logiques un peu plus mode projet, de comment tu fais travailler des équipes ensemble sur ok, j'ai vraiment ce truc qui est, il n'y a peut-être pas beaucoup de tickets, donc ça se verra pas dans cette priorisation-là, mais c'est quelque chose qui fait qu'il y a un temps manuel passé, et là tu en reviens un peu à ta mesure des unit economics. C'est en fait cette culture des unit economics dans le produit. Je pense que dans plein d'équipes produits, sans critiquer, parce que c'est un apprentissage, est-ce que vous parlez beaucoup de grosse margin ou pas? En fait, quand vous parlez de grosse margin, en fait, au bout d'un moment, vous allez vous intéresser au service client. Est-ce que c'est votre première priorité? Ça, c'est des contextes différents. Donc, il y a un peu des mécanismes à la fois chiffrés, un peu cette empathie et cet intérêt commun au client quand même, qui, je pense, unifie ces deux équipes. Et après, il y a des cheminements. Voilà. J'ai répondu un peu longuement, mais j'espère utile. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main par ici. Je te laisse poser la dernière question. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. J'avais une question sur le team reshaping. Donc forcément, j'imagine qu'il y a eu des changements d'équipe. Mais au niveau du mindset, comment vous avez procédé pour réellement faire tendre les gens vers la même chose avec un mindset qui était celui que vous cherchiez? Comment vous avez procédé sur cette partie? Vous avez été accompagné ou pas? Comment vous avez fait? Alors le plus facile, non, on n'a pas été accompagné par qui que ce soit en externe, mais je vais donner peut-être 2 exemples hyper concrets. Okay, on a une organisation hyper classique, produit avec des squads par, on va dire, expérience utilisateur, et ces squads sont combinés au sein de tribes qui ont des domaines un peu plus larges. Okay, mais par ailleurs, donc on a fait des changements à ce niveau-là, au sens... un exemple très concret, quand je suis arrivé, et je dis pas ça, c'est pas une logique de fierté de décision, c'est pas le sujet. J'ai posé la question à mes équipes. On peut poser beaucoup de questions quand on est nouveau. Pourquoi il n'y a pas d'équipe qui s'occupe de l'expérience qui me paraît critique de l'accueil au sein de l'application, au sens, on appelle ça le dashboard, un peu la home page, mais de l'application. Okay, et il y avait plein de réponses. Okay, et c'est une des premières décisions que j'ai prises, c'est qu'en fait, on a créé une équipe sur cette expérience-là. Donc en fait, comment cette logique un peu de cycle de vie, où il y avait aucune équipe sur la partie acquise, très peu sur la partie onboarding, et puis après, l'autre bout de cycle de vie chez nous, on a la partie déclaration. Okay, après la feuille de paye, la déclaration aux organismes sociaux. Il n'y avait pas d'équipe déclaration non plus. Okay, donc, quand vous regardez l'expérience utilisateur avec une dimension simple, cycle de vie, et où est-ce que sont vos people, en fait, si vous partiez d'une feuille blanche, ce qui est évidemment pas facile et pas le cas, comment est-ce que vous mettriez vos jetons? Et donc un exercice qui est très sain dans une organisation, c'est vous avez cette discussion en fait collective, parce qu'en fait naturellement chaque personne dit que son scope est plus important que l'autre. Okay, et le désir d'avoir plus de ressources sur son scope souvent prend le pas.
Mais quand vous dites, OK, je vous présente une cartographie, vous pouvez la faire même ensemble, et vous avez 3 billes d'investissement à mettre, où est-ce que vous les mettez? Au sens, pour le client, pour la boîte, etc. Les gens, souvent, font... c'est pas un effort démesuré. Vous avez des très bonnes discussions sur, en fait, où est-ce que sont les problèmes, ou alors est-ce que les gens ne voient pas du tout les mêmes problèmes. Okay. Et donc, on a créé, on a un peu redessiné certains scopes. Et en parallèle, je n'ai pas voulu en parler, on était un peu, d'un point de vue architecture technique, un peu un monolithe. Et on a fait une transformation technique vers du domain-driven development, du domain-driven design. Et donc, la définition des expériences et des domaines a changé. Et ça, c'est un travail collectif. Et ça, c'est assez important parce que c'est la relation entre un exercice un peu intellectuel, conceptuel et quasiment de taxonomie. Okay. Comment je définis l'onboarding versus l'acquisition? Et c'est quoi la limite entre les deux? Et c'est quoi le poids que je vais apporter? Et après, il y a des décisions de priorisation. Moi, par exemple, j'étais assez... une phrase que j'utilisais beaucoup en interne il y a 2 ans, je disais, c'est pas que l'acquisition, c'est pas important, mais l'onboarding, c'est 10 fois plus important et 10 fois plus compliqué que l'acquisition. Puis au départ, les gens me disaient, pourquoi tu dis 10 fois plus, etc. Et en fait, c'est juste, faut expliquer. Et après, il faut que on va dire, ton org design et tes priorités matchent ce que tu dis. Enfin, tu vois, y a pas de... Et tu peux te tromper, tu peux changer. Et c'est pour ça que les orgs évoluent. Donc, on a fait plusieurs évolutions, mais on a toujours eu cette clarté de pourquoi on le faisait. Il y a des décisions qui étaient très collectives et puis des décisions, des fois, qui étaient, on va dire, en accéléré, parce que des fois, tu as du mal à bouger le système. Donc, comment tu peux accélérer? Mais faut pas... Le but, c'est pas de tout faire vite en cassant le système. C'est toujours l'arbitrage en tant que leader, je pense. Merci Sylvain. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous. Alors, hop, je cache ça. Merci pour ta présentation, c'était très intéressant et on a une petite surprise pour toi. Alors j'ai 2 surprises en fait. On va falloir que je prenne une photo avec toi et avec toute la team. Le deuxième, la petite surprise, on va commencer par la surprise. Alors non, ce n'est pas des places pour l'OM. On s'est dit que la période approchant de la Saint-Valentin, ça pouvait être intéressant d'avoir un petit resto à 2. Donc nous t'offrons ça de la part de Two Hits et c'est avec un grand plaisir. Je suis un gros foodie, donc j'apprécie. Oui, c'est vrai, j'avais entendu ça en plus. Alors, on va prendre une photo avec vous. Donc, Sylvain, si tu veux bien venir. Alors, je vais faire le classique. Je vais dire We Talk et vous dites We Talk, ok? On va faire simple. Hein. Hop. Alors, normalement, je fais un double menton, donc j'espère que ça va être un peu mieux. Merci beaucoup. Alors, 2 minutes avant de se quitter et de pouvoir profiter du buffet pour ceux qui sont sur place. Alors, si vous avez bien apprécié ce talk, et je l'espère, n'hésitez pas à reposter ou d'en parler, parce qu'il l'a fait à Product Management Festival, qui est un gros event international. Mais si vous en parlez, ça lui donnera plus de visibilité, et qui sait, il pourra peut-être le faire aussi ailleurs. Deuxième chose, on est présent sur Meetup. Si vous ne nous avez pas déjà rejoint, n'hésitez pas. Vous avez encore le temps de le faire. Et la petite surprise, on sait déjà le speaker, donc on aura un prochain event le 9 avril. On va accueillir Romain. Romain, c'est qui? Il est Head of Product chez Booking et il est passé aussi par Uber. Et il va nous parler de quoi? Il va nous parler de vision produit, comment ils l'ont construit dans ces 2 grosses expériences qu'il a pu avoir. Donc on a hâte. N'hésitez pas à discuter avec Sylvain. Je pense que vous avez encore peut-être plein d'autres trucs. N'hésitez pas à parler de SoundCloud, de l'OM ce soir. Et puis merci à tous et bonne soirée. Je
Je suis Juliette Lorenz, ma passion c'est les OKR et donc j'en ai créé une entreprise qui s'appelle Voilou. Donc j'accompagne d'autres organisations à se lancer dans la démarche, dans cette magnifique aventure que sont les OKR. Donc aujourd'hui je suis chez WeFit pour partager cette passion des OKR, pour partager tous mes tips sur la méthodologie, pour comment comprendre finalement ce framework qui paraît super simple de premier abord et puis finalement quand on le met en place c'est pas si évident que ça. L'idée c'était de partager beaucoup de choses sur le framework, comment le mettre en place et surtout les erreurs à éviter. Dans le domaine du product management, on a très souvent des grandes théories, des grandes idées, des gens qui écrivent sur pourquoi les OKR c'est génial. Et justement, ce qu'elle a voulu aborder, c'est rester dans quelque chose de très terre-à-terre, de ok, c'est quoi les principes? Et donc plutôt que de s'éparpiller en disant ouais les OKR c'est génial, voilà tout ce que ça vous apporte, c'est plutôt de dire vous savez ce que c'est, voilà mes conseils pour les mettre en place, moi je m'y connais et voilà comment ça va marcher. Le tips qu'elle a donné qui m'a le plus marqué, c'est une question qui lui a été posée où on lui a dit ok, mais pour des consultants qui restent en moyenne 1 à 2 ans en mission, est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on peut mettre en place des OKR et qu'il y a du succès derrière? Et elle, sa réponse, c'est de dire il y a un KR qui est justement utile pour des consultants dans cette situation-là, c'est de se dire est-ce qu'on a réussi à faire comprendre aux personnes dans l'entreprise ce concept d'OKR. Est-ce qu'ils se sont appropriés ce concept-là? Est-ce qu'ils vont être en mesure de l'appliquer une fois qu'on sera parti? Aujourd'hui, ce que je pourrais mettre en application dans mon quotidien, c'est vraiment utiliser les OKR comme une déclinaison de la vision stratégique plus long terme, comme un outil d'aide à la priorisation au quotidien en tant que product manager. Moi je remercie aussi WeFit de cette invitation parce que c'était un moment d'échange super riche. On a partagé plein de trucs, plein de questions super sur comment est-ce que eux ils doivent survivre avec leur contexte un peu de tous les jours. Et donc c'était vraiment top de faire ce talk chez WeFit.